Bonsoir tout le monde. Bonsoir. La semaine dernière, j'avais commencé à vous exposer les grandes lignes de la méthode phénoménologique, donc, puisque dans ce cadre-là, on va avoir une étude du temps tout à fait originale, donc en particulier par Husserl. Et je vous ai indiqué ici l'une de ses œuvres principales dans lesquelles sont exposées ces grandes lignes de la phénoménologie. Donc, juste quelques traits vraiment importants qui vont nous permettre de passer à la conscience du temps. Husserl n'est pas un philosophe empiriste ni sceptique. C'est un philosophe qui pense que la philosophie doit avoir comme ambition d'établir un savoir scientifique, un savoir rigoureux, donc avec une nécessité, une universalité de ses connaissances, mais qu'il faut aussi l'établir a priori et pas seulement empiriquement. Donc toute la connaissance ne va pas nous venir, avec sa nécessité et son universalité, de la simple observation des faits. Ça ne suffirait pas. Cet a priori, comment il le voit, pas de la même manière que Kant. Cet a priori, ça va être de situer ces observations à l'intérieur de la conscience et des objets qui sont immanents à la conscience. Donc c'est ça qu'il va falloir bien saisir. Je vous avais dit aussi que la méthode, parce que c'est vraiment une méthode phénoménologique, consiste à suspendre tout ce que nous savons aussi bien par les sciences naturelles que par la confiance spontanée dans le monde, donc tout ce que nous savons du monde extérieur, sans faire de différence entre ce qui est pré-scientifique et ce qui est scientifique, suspendre tout ça, non pas justement à la manière sceptique en se disant tout cela est une illusion, mais de manière méthodique, c'est-à-dire pour justement ne se fonder que sur de l'indubitable, l'indubitable étant les vécus de conscience. Et donc je vous rappelle que Husserl préfère appeler vécu ce qu'on appelle souvent les actes de la conscience. Et la recherche va consister essentiellement en deux étapes. Une première étape, c'est de saisir de manière eidétique. Alors eidétique, ça veut dire en cherchant les essences, les eidés. Donc saisir de manière eidétique ce que sont exactement ces vécus de conscience et leurs objets corrélatifs, leurs objets correspondants. Alors ces objets correspondants, ce ne sont pas les objets extérieurs, les objets donc du monde extérieur. Ce sont les contenus mêmes de ces actes. Je veux dire que par exemple, si vous avez un acte de perception, vous percevez quelque chose, par exemple par la vue, l'objet de cet acte n'est pas la chose visible à l'extérieur de vous. L'objet de cet acte, c'est ce qui est vu. C'est le vu en tant que vu. Donc c'est ce que vous avez, si vous voulez, dans l'esprit, dans la conscience, comme vision. Et donc ce ne sera pas la même chose que quelqu'un d'autre aura comme objet de sa conscience de vision, même si elle regarde la même chose. L'autre personne, étant sous un autre angle, va regarder le même objet visible en ayant une autre vision. Et donc le contenu de son acte perceptif sera autre. Donc chaque fois qu'on va parler d'objet, qu'on va parler d'objet dans le contexte de la phénoménologie, l'objet sera ce corrélat de nos actes de conscience et non pas l'objet extérieur, sauf si on le précise expressément. Donc ça, c'est une première étape, saisir de manière eidétique. Et donc, a priori, pourquoi a priori? Parce que on ne se soucie pas de ce qui est donné de l'extérieur. On ne se soucie pas de savoir si c'est donné de l'extérieur. On reste au niveau même de la conscience. Et la deuxième étape, ça sera de montrer que cette conscience a aussi un rôle transcendantal. Transcendantal veut dire que c'est une condition constituante de ces objets. C'est quelque chose qui constitue ces objets. Donc la conscience ne reçoit pas simplement des choses, elle les constitue aussi. Bon, on avait déjà vu ça chez Kant, quand la conscience constituait les phénomènes, puisque c'est elle qui, d'une certaine manière, les ordonnançait, les organisait dans certaines formes. Donc on va retrouver la même chose, ce rôle transcendantal de la conscience aussi chez Husserl, mais d'une autre façon. Je vous avais dit aussi que parmi tous les vécus de conscience, la perception était un cas à part, était vraiment privilégiée. Pour quelle raison? Parce que tous les autres actes de conscience se réfèrent ou s'appuient sur des perceptions préalables.
pour pouvoir imaginer ou penser à quelque chose, ou s'en souvenir, ou avoir une émotion par rapport à une chose, il faut l'avoir d'abord perçue. La perception est vraiment l'acte premier, l'acte donateur, c'est la donation originaire, comme dit Husserl, c'est un acte donateur premier des choses, enfin de n'importe quel objet de la conscience. Et ensuite, donc, les autres vécus utilisent cet objet donné dans la perception pour en faire autre chose, pour mettre éventuellement une couche en plus, enfin un acte supplémentaire sur ce même objet. Et la perception a aussi ceci de particulier, que c'est le seul vécu par lequel on saisit des objets par esquisse. Donc ces esquisses, c'était quoi? Les esquisses, c'est dans les actes de conscience, c'est un type d'acte de conscience qui a pour corrélat des aspects de l'objet perçu. Les esquisses, ce sont des approches différentes et variables du même objet. Donc quand j'examine un objet, je prends plusieurs sensations du même objet pour pouvoir l'identifier, pour pouvoir en faire le tour. Et donc l'ensemble de ces données, de ces datas de sensations, finissent par former une seule perception, une perception synthétique, qui me donne l'identité de l'objet. Et cette perception synthétique, cette synthèse de plusieurs aspects, Husserl l'appelle l'appréhension. Donc quand on appréhende un objet, c'est un acte, l'appréhension, ce n'est pas un contenu, donc quand on appréhende un objet, ça veut dire qu'on synthétise une multiplicité d'esquisses de cet objet. Et comme justement tous ces aspects différents sous lesquels se présente un objet peuvent varier, et varier en fonction de la manière dont je me situe spatialement vis-à-vis d'eux, par rapport à eux, ça aussi c'est tout à fait particulier et c'est tout à fait propre à la perception. Je m'explique, si je me déplace par rapport à un objet, je vais le voir sous un autre angle, ou bien la lumière qui tombe sur cet objet va se modifier. Si sans me déplacer, par exemple, je me baisse, je vais le voir déjà sous une autre perspective. Donc en fait, je me rends compte par là même que les objets de la perception sont situés spatialement par rapport à moi, et que moi aussi, je suis située spatialement. Puisque si je me déplace, ma conscience qui forme ce phénomène, cet objet, elle est déplacée du même coup aussi. Et c'est par là qu'on arrive à la notion de corps propre, qu'on peut assurer indubitablement qu'on a un corps et que la conscience est incarnée dans un corps, qu'elle ne flotte pas hors de l'espace, qu'elle est en fait liée à l'espace par le corps. Et donc il y a toute une théorie du corps propre chez les phénoménologues, et si c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, il faut les voir chez Merleau-Ponty. C'est surtout Merleau-Ponty, dans Phénoménologie de la perception, qui a le plus insisté sur le corps propre, comme intermédiaire entre la conscience et le monde extérieur. Et Husserl déjà utilise un mot qui va être beaucoup repris par Merleau-Ponty, qui est l'entrelacement. En fait, la conscience est entrelacée avec le monde extérieur. Donc, encore une fois, tout ça, on ne le sait pas par la confiance spontanée et naïve. On l'a reconstituée grâce à cette primauté, à cette particularité de la perception. Donc, la conscience est entrelacée de deux façons avec le monde extérieur. D'une façon, justement, parce qu'elle est incarnée dans un corps, et que ce corps fait partie de la matière spatiale, de la matière étendue. Et d'une autre façon encore, parce que la conscience a pour contenu de ses actes des objets qui sont issus de ce même monde, enfin, qui sont spatiaux. Mais en tant que phénomène, c'est-à-dire en tant que corrélat des actes de conscience, en tant qu'étant dans la conscience, ces objets ne sont pas, eux, spatiaux. Donc vous voyez la grande différence. On a d'une part l'acte lui-même de conscience, donc la perception en tant que telle. On a l'objet de la perception, ce qui est perçu à chaque moment, qui n'est pas non plus spatial.
hein, puisque vous n'avez pas dans la tête un corps étendu, hein, pour le dire comme ça. Aristote disait déjà, ce n'est pas la pierre qui est dans l'âme, alors lui il disait c'est sa forme. Alors Husserl ne va plus utiliser le mot forme, mais il va dire c'est son appréhension, c'est-à-dire la synthèse de ses esquisses. Et donc rien qu'en ayant fait, alors ça prend du temps chez Husserl, là je résume très fort, mais rien qu'en ayant fait donc, cette analyse de quelques vécus de la conscience, on peut déjà retrouver d'une certaine façon ce que c'est que les objets immanents, donc intérieurs, et transcendants, c'est-à-dire extérieurs. Donc le couple immanent-transcendant remplace le couple intérieur-extérieur parce que pour Husserl, il lui semble que ça introduit moins de confusion, que c'est plus clair. Mais donc bien sûr transcendant, c'est juste dans le sens de extérieur à la conscience. Maintenant, on va étudier plus particulièrement donc, comment les vécus de conscience ont affaire au temps. Et ça, ce sera plus particulièrement donc, dans les leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps. Donc les extraits que vous avez sont issus de cet ouvrage-là. Et donc, comme on disait, la conscience n'est pas spatiale, et ces objets immanents non plus. En revanche, elle est intrinsèquement temporelle. Donc ça, c'est une grande différence entre l'espace et le temps. C'est que la conscience est temporelle par elle-même. Et donc, on va trouver dans la phénoménologie le temps de deux façons. D'une part, on va rencontrer des objets qui sont temporels, et d'autre part, on va montrer comment la conscience elle-même est temporelle, et c'est d'une autre façon. Donc d'abord, comment est-ce qu'on trouve que des objets sont intrinsèquement temporels? Donc ce n'est pas tous les objets qui sont temporels, c'est certain. Pour établir ça, en fait, Husserl se réfère d'abord à ce qui existait à son époque, parce que c'est une époque où il y a beaucoup de théories qui tournent autour de ces questions. Les philosophes se font très volontiers psychologues, mais dans un sens, disons, très théorique du terme, pas au sens clinique. Donc ils sont des théoriciens des facultés de l'âme. Et donc il y a toute une série de théories à l'époque de Husserl, mais lui il retient surtout celle de Brentano, que j'avais citée la semaine dernière, parce que c'est aussi lui qui a apporté la notion de intentionnalité. Et je rappelle donc l'intentionnalité, c'est ce rapport entre la conscience et ses objets immanents. Donc la conscience est toujours conscience de quelque chose. Donc tout acte a un corrélat objectif. Et d'ailleurs, les objets extérieurs sont aussi intentionnels. Donc il y a aussi une conscience, enfin qui vise en tout cas les objets extérieurs. Donc ça c'est pour l'intentionnalité. Brentano avait déjà fait remarquer qu'il y a certains objets, et il donne l'exemple de la mélodie. Alors l'exemple de la mélodie, je vous l'avais dit à propos de Bergson, donc c'est vraiment l'exemple qui flotte dans l'air à l'époque. Donc il y a des objets comme une mélodie qui ne peuvent pas être saisis par une sensation instantanée. Parce qu'on a l'impression qu'une sensation peut toujours être instantanée, qu'on peut toujours isoler un moment sensoriel, là tout à fait immédiat, qui est le présent d'ailleurs, qui est le maintenant. Mais dans le cas de la mélodie, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que si on n'avait que des instantanés de sons qui nous parviennent, on ne pourrait pas en faire cette suite, comme on le disait, avec des rapports bien précis entre chacun des sons. Mais Brentano proposait alors que les sensations présentes d'un son, lorsqu'elles passent dans le passé, sont reprises par un acte d'imagination. Donc pour lui, la sensation ne pouvait être qu'au présent et dans l'instant, mais elle pouvait être reprise ou prolongée par des actes d'imagination. Donc c'était l'imagination qui prenait le relais et retenait en quelque sorte ce qui venait de passer, les sons qui venaient de passer, pour qu'on puisse alors faire des comparaisons entre les sons passés, le son présent, et retenir de cette manière-là la mélodie dans son ensemble. Donc c'était du coup l'appréhension, la saisie d'un objet temporel comme une mélodie devait être faite par à la fois la sensation et l'imagination. Husserl reconnaît parfaitement qu'il y a des objets temporels comme une mélodie qui ne peuvent pas être saisis par un instantané, mais il n'admet pas que ce soit l'imagination qui prenne le relais pour retenir les sons passés.
ni la mémoire d'ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'il montre à nouveau, simplement par une compréhension des vécus de conscience, il montre qu'un acte d'imagination ou un acte de mémoire doit d'abord avoir acquis les objets perçus. Donc on ne peut pas mémoriser une partie de mélodie si on n'a pas d'abord perçu ces sons en tant que sons d'une mélodie. Si on ne sentait les sons que de manière isolée, atomisée, l'imagination ne pourrait pas en faire une mélodie parce qu'ils auraient été perçus comme des sons isolés. Pour qu'on puisse percevoir une suite de sons comme formant un rapport particulier et non pas simplement une juxtaposition n'ayant aucun rapport entre eux, pour ça, il faut qu'il y ait d'abord eu une perception en tant que telle. Donc, ce n'est pas la mémoire ou l'imagination qui vont faire une suite là où il n'y en avait pas dans la perception. Donc, il va placer dans la perception elle-même cette rétention, parce que c'est ça le mot qui est retenu, cette rétention des sons passés, et il va dire que c'est un seul acte d'appréhension, un seul acte perceptif, qui réunit, alors on a déjà vu qu'un seul acte d'appréhension réunissait des aspects synchroniques de la même chose, différents aspects qui sont en même temps. Et bien là, on va étendre ça aux aspects diachroniques de la même chose. Donc une même mélodie, dans sa diachronie, dans son extension temporelle, va être retenue, saisie par un seul acte d'appréhension, donc qui est composé à la fois de la perception au présent, du son présent, et de la rétention qui est encore dans la perception. Et en outre, il va ajouter que non seulement il y a une rétention de ce qui vient juste de passer, mais en plus, il y a une protension par rapport à l'avenir, c'est-à-dire une attente de ce qui va arriver. Ce n'est pas une anticipation précise, c'est-à-dire ce n'est pas l'imagination du futur, de ce que ça pourra être. On ne sait pas encore quel son viendra, donc on ne peut pas déjà, par exemple, faire un do dans sa tête, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est simplement qu'il y a une ouverture de la perception. La perception est consciente que quelque chose va venir qui aura un certain rapport avec le son présent et qui fera que ce rapport sera mélodique. Donc c'est une anticipation ouverte ou indéterminée, si on veut, cette protension. Et donc ça va donner quelque chose comme... Enfin, on peut le représenter sous la forme d'un tableau comme ceci. Si je mets sur un axe le temps qui s'écoule avec des instants, instant 1, 2, 3, 4, si je mets sur l'autre axe les sons qui se succèdent, avec donc son 1, son 2, son 3, son 4, etc., je peux dire que à l'instant 1, va retentir le son 1, enfin va être perçu le son 1, et donc je le mets au présent. J'indique ici que le son 1 est perçu et il est présent. Le son 2 va être perçu à l'instant 2, donc ici j'ai un nouveau présent. Le son 3, ce sera ici, j'aurai un nouveau présent en 3. Le son 4, j'aurai un nouveau présent, et pour le son 5 aussi, j'aurai ce présent-là du son. Et donc j'ai une ligne, je peux dire que j'ai une ligne comme ça du présent où chaque fois le nouveau son est perçu dans un nouvel instant. Mais à l'instant 2, en même temps que se présente, qui est perçu au présent, le son 2, le son 1 n'a pas totalement disparu, il n'est pas totalement évanoui. En fait, il est retenu, donc, comme dit Husserl, avec une marque différente que la marque présent. Il est retenu avec la marque juste passé. Il s'appelle JP, il s'appelle juste passé, celui-là. Donc, la perception le retient encore, mais il a été modifié. C'est une modification. Elle ne le retient plus comme présent, sinon qu'est-ce qu'elle aurait? Elle aurait deux présents. Et donc de ces deux présents, elle ne pourrait pas établir un ordre de succession. Entre deux présents, il n'y a pas d'ordre de succession. Donc pour qu'elle sente qu'il y a un ordre de succession, il faut que le précédent ne soit plus senti comme présent, mais soit senti désormais comme juste passé, vient de se passer.
Et ensuite, à l'instant 3, celui-là, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va encore un petit peu reculer. Il va avoir la marque de, disons, avant juste passé. Et à l'instant 4, il aura encore un petit peu reculé. Il s'estompera de plus en plus. Il aura la marque de avant juste passé. Et ainsi de suite. On ne sait pas très bien où ça s'arrête parce que ça devient de moins en moins présent. Donc ça s'estompe progressivement. Husserl dit ça sombre, mais bon, on ne sait pas très bien jusqu'où la perception le retient parce que c'est une perception de moins en moins claire, hein, bien sûr. Alors, pendant ce temps, les autres font pareil. Donc, le son 2 qui a été perçu au présent à l'instant 2, qu'est-ce qui lui arrive à l'instant 3? Il devient juste passé. À l'instant 4, il devient avant juste passé, et ainsi de suite. On peut faire la même chose avec le son 3 qui a été perçu à l'instant 3, mais à l'instant 4, il sera juste passé. Le son 4, à l'instant 5, il sera juste passé, etc. Celui-ci, bon, il va devenir avant juste passé, etc. Alors, maintenant, si on va dans l'autre sens, dans l'ordre des protensions, à l'instant 1, j'avais la première note de la mélodie et j'attendais, je m'attendais, j'étais tendue vers la seconde note, donc j'avais disons, un avenir, je mets avenir, comme ceci, j'avais un avenir du son 2. Alors, au son, le son 3, où est-ce que j'avais son avenir? À l'instant 2. Et donc, à l'instant 1, qu'est-ce que j'avais pour le son 3? J'avais une attente qui n'était pas comme ce qui va juste à venir, mais comme ce qui va être après ce premier avenir. Donc j'avais un après avenir, etc. Bon, je vous laisse continuer la série. Donc alors, ça indique simplement donc, que ici, dans ce sens, on a une série de modifications. On a une succession, ceci est une succession de modifications. Chaque fois, c'est une nouvelle modification. Le juste passé se remodifie en devenant avant juste passé, etc. Et dans l'autre sens, ce qu'on a, c'est ici, à chaque endroit, ici, on a des synthèses d'appréhension. Ce sont des synthèses d'appréhension. Et qui sont quoi? Qui sont un présent, qui sont chaque fois au présent. Ce sont des synthèses présentes. Parce que ceci vient ensemble, tout ceci vient ensemble. Dans ce sens-là, ça se succède, mais dans ce sens-ci, ça vient ensemble. Donc c'est ensemble que j'ai un avant juste passé, un présent, un avenir, un après avenir, etc. Donc on a trouvé une sorte d'épaisseur au présent, on donne une sorte d'épaisseur à la perception présente et un recouvrement en fait de tous ces sons se recouvrent puisque l'un passe chaque fois dans la place qu'avait prise l'autre dans la temporalité. Donc en se recouvrant de cette manière-là, c'est ça qui assure la continuité de la perception. C'est ça qui fait qu'on a une perception continue et non pas une juxtaposition de sons dont on ne verrait pas d'où vient le rapport entre eux. Donc le rapport entre la succession, les étapes de succession ou la durée d'un objet temporel est établi par la conscience et non pas par l'objet lui-même. Cette rétention, Husserl l'appelle aussi un souvenir primaire par opposition à ce qui est un souvenir secondaire, à savoir ce qu'on appelle couramment le souvenir, la mémoire, l'effet de la mémoire. C'est une grande différence parce que le souvenir primaire, c'est justement ce qui vient juste de se passer et qui n'est pas encore séparé de la perception. Alors qu'un souvenir au sens propre, lui dit au sens secondaire, c'est quand il y a eu une interruption, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres perceptions entre-temps, le flux de la conscience a continué, puisque notre conscience est un flux
permanent et continu, où il y a tout le temps des nouvelles activités, des nouveaux vécus qui s'introduisent. Donc le flux de la conscience s'est écoulé. La perception dont on se souvient, elle est bien repoussée dans le passé. Et puis à un certain moment, on décide, ou bien elle décide toute seule, de revenir à notre conscience. À ce moment-là, c'est vraiment un acte de mémoire. Et cet acte de mémoire, Husserl dit, il ne serait pas possible s'il n'y avait pas eu des rétentions avant. On ne pourrait pas non plus se remémorer une mélodie si on ne l'avait pas d'abord perçue en tant que mélodie, bien sûr. Et quand on va se la remémorer, on va de nouveau faire cette succession continue en retenant de nouveau, si on se la repasse dans l'esprit, ce sera la même chose, on va de nouveau retenir la note qui vient de passer, etc. Donc, différence entre mémoire et rétention. Je pense que vraiment, si on essaye de faire l'expérience dans son esprit, on arrive vraiment à cette différence. Et la protension, donc parallèlement, n'est pas non plus un projet d'avenir. Ça n'a rien à voir avec un projet d'avenir qui, là aussi, est détaché du présent, n'est pas juste ce qui va arriver maintenant. Donc, ce n'est pas non plus la même chose. Mais il y a une durée par rapport à la mémoire. Une durée de quoi? Du temps écoulé entre ou... L'évolution de ce phénomène. Le fait qu'il y ait avant, après. Il me semble que l'esprit ou la conscience a peut-être une limite. Oui, dans le sens où ici on ne sait pas jusqu'où ça va, c'est ça? Oui. Alors de toute façon, une limite évidente, c'est que la mélodie a un début et une fin, donc bien sûr là, ça limite aussi sa perception. Mais de toute façon, il est vrai que, c'est ce que je disais tout à l'heure, Husserl parle d'un effondrement progressif de cette rétention, enfin de ces rétentions successives. Et effectivement, il ne propose pas que au moment où on perçoit un des sons, on ait toute la mélodie dans cette perception sous forme d'affaiblissement progressif. On ne sait pas jusqu'où ça va. En fait, c'est quasiment impossible de fixer jusqu'où ça peut aller. Mais ce n'est pas très important parce que à la perception suivante, la continuité est assurée puisque le son qui vient de passer et qui était lié avec les autres, devient à son tour le juste passé. Et donc il y a toujours un ou deux juste passés de cette façon-là, puisque tant que la mélodie continue à passer. Donc la continuité, elle est de toute façon assurée, même si on ne retient pas effectivement dans une rétention le tout qui vient de passer. Voilà. Donc l'essentiel, c'est que la continuité soit faite. Donc en fait, toute cette analyse permet de confirmer qu'il existe bien des objets intrinsèquement temporels, c'est-à-dire des objets qui ne peuvent se donner que de cette façon-là. On ne pourrait pas les saisir comme ils sont, d'une autre façon que celle-là. Ils sont donc définis par la durée, ils se définissent eux-mêmes, ils ont une durée ou une succession d'états. Et je vous propose de lire le premier texte qui confirme donc l'ensemble de cette analyse. S'agissant de la perception de la mélodie, nous distinguons le son donné maintenant, donc le son au présent, que nous nommons son perçu. Celui-là, il est le plus proprement perçu. Le perçu, c'est quand même le plus proprement le maintenant, là, celui qui est actuel, comme il dit aussi. Et les sons qui ont passé, que nous nommons non perçus. Alors, dans un premier temps, on va dire qu'ils sont non perçus, puisque ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on perçoit actuellement, c'est ce qu'on perçoit au présent. Les autres sont passés. Ils n'existent plus en tant que son. Il faut bien dire, on ne parle pas ici d'un son qui aurait une rémanence physique. Ce n'est pas le fait qu'il résonne encore qu'on perçoit, c'est pas ça. Le son, il est vraiment éteint. Donc, au sens propre, il est non perçu. D'un autre côté, nous nommons la mélodie dans son ensemble, mélodie perçue. Donc, d'une part, on a le perçu, c'est chaque son, mais d'autre part, on peut dire aussi que le perçu, c'est toute la mélodie, parce que c'est une autre perception, en fait. Du coup, on se rend compte qu'il y a deux types de perception. Il y a une perception qui est seulement instantanée, un son, et il y a une perception qui est durative,
une mélodie dans son ensemble, bien que seul pourtant soit perçu l'instant présent, encore une fois au sens plus propre. Nous procédons ainsi parce que l'extension de la mélodie n'est pas seulement donnée point pour point dans une extension de la perception. Donc en fait, on n'a pas juste, si vous voulez, deux lignes parallèles, hein, la mélodie avec sa série de sons ponctuels et ce qui serait la perception comme une série de perceptions ponctuelles. C'est pas ça qu'on a, hein. On n'a pas juste ça. Sinon, encore une fois, où serait le lien entre les sons? Mais l'unité de la conscience rétentionnelle maintient encore les sons écoulés eux-mêmes dans la conscience et en se poursuivant, produit l'unité de la conscience qui se rapporte à l'objet temporel dans son unité, à la mélodie. Une objectivité du genre d'une mélodie ne peut pas être perçue, donnée elle-même originairement, autrement que sous cette forme. L'acte constitué, édifié à partir de la conscience du maintenant et de la conscience rétentionnelle, est la perception adéquate de l'objet temporel. Donc chaque fois qu'on aura un objet qui ne peut être perçu que de cette façon, à l'aide de rétention, on pourra dire que c'est un objet intrinsèquement temporel. Donc on voit qu'on peut commencer à dire des choses sur les objets, hein. On a quand même une progression dans la connaissance. Et on a parlé ici d'une mélodie, c'est-à-dire d'un ensemble discontinu, hein, de sons qui sont discontinus, disjoints les uns des autres, mais on peut aussi parler d'un son qui est toujours le même et qui dure, hein, une note qui se maintient. On l'entend aussi grâce à des rétentions. Il y a aussi une rétention de cette note, parce que, à nouveau, la perception est de chaque instant de cette note, même s'il n'y a pas de changement dans la note. Il y a une perception de chaque instant de cette note, mais il y a aussi une perception par rétention de la partie de la note qui vient de passer. Donc même si c'est un passage continu, il s'évanouit aussi dans le passé. Ce son s'évanouit aussi dans le passé. Et donc à chaque fois, il y a aussi une rétention pour le retenir. Donc ce qui est très important, pour qu'il y ait perception de l'objet temporel, c'est qu'il y ait une modification. C'est bien cette modification que le son, quand il n'est plus juste dans l'instantané perçu, se modifie. Mais qu'est-ce qui se modifie exactement? Ce n'est pas l'objet lui-même. Le do reste un do, le la reste un la. Ce n'est pas l'objet qui change. Qu'est-ce qui change alors? C'est justement ce qu'il appelle une marque ou une teneur ou un signe, enfin ce qui indique qu'il est présent ou qu'il est juste passé ou qu'il est encore un petit peu plus passé ou un petit peu plus passé. C'est ça qui change. C'est cette marque que la conscience ajoute sur le même son. Mais l'objet lui-même est inchangé. Cependant, on ne le confond plus, hein, on ne le confond pas avec un son présent. Donc la conscience a bien ajouté quelque chose à ce son. Et donc c'est la conscience qui est responsable de ce dégradé. Il y a dégradé parce qu'il y a modification de cette teneur présente, puis juste passée, etc. Hein, le dégradé est opéré par ça. Ce n'est pas un dégradé de la note elle-même. Cette modification va jouer un rôle important aussi dans l'identification d'un objet, parce que en même temps que l'objet n'est pas en lui-même modifié au fur et à mesure qu'il passe dans le passé, en revanche, il va acquérir quelque chose de nouveau qu'il n'avait pas intrinsèquement, qui est une situation temporelle. Et donc ça, c'est ce qui exprime le deuxième texte. Avant tout, le moment du maintenant est caractérisé comme la nouveauté. Le moment du maintenant, c'est le moment où surgit toujours ce qui est nouveau, ou bien un nouveau son, ou bien une nouvelle partie d'un son continu, et ça marche évidemment pour les autres sensations. Donc ça marche aussi pour la vue. Donc le moment du maintenant, c'est le moment où surgit une certaine vision, mais là aussi, les visions se succèdent avec une certaine variation. Donc le moment du maintenant, c'est le moment de la nouveauté. Le maintenant qui vient tout juste de sombrer n'est plus la nouveauté, mais ce qui est poussé à l'écart par la nouveauté. Un nouvel instant pousse le précédent constamment.
Cette mise à l'écart implique un changement. Mais tout en ayant perdu son caractère de maintenant, il se maintient absolument inchangé dans son intention objective. Intention au sens de l'intentionnalité. Donc dans son contenu objectif, le contenu de l'objet, ce qu'il est en lui-même, est inchangé. Il est intention d'une objectivité individuelle et intention qui intuitionne. Donc il y a une intuition et une saisie. Je vous avais dit qu'intuition, c'était un terme assez large pour saisie. De ce point de vue, il ne présente donc aucun changement. Mais il faut ici bien examiner ce que signifie la conservation de l'intention objective. L'appréhension d'ensemble de l'objet comprend deux composantes. L'une constitue l'objet dans ses déterminations extratemporelles. Donc, on avait déjà vu qu'il y avait une appréhension comme synthèse de plusieurs données sensorielles du même objet, plusieurs aspects. Et tout ça, on va les appeler les déterminations extratemporelles. Donc ce sont tous ces aspects, par exemple ces aspects visibles, ou pour les sons, la hauteur, le type de note, etc. Donc tous ces aspects-là sont extratemporels. L'autre fournit la situation temporelle, l'être présent, l'être passé, etc. L'objet comme matière du temps. Alors pourquoi? Alors c'est extraordinaire cette expression matière du temps. Mais ça veut simplement dire comme ce qui va pouvoir recevoir un temps. Donc on considère d'abord l'objet sans le temps qu'il va pouvoir recevoir, sans ce caractère temporel présent ou passé. On le considère sans ça. Donc simplement comme matière au sens de pouvant acquérir une détermination temporelle. Donc comme ce qui a une situation temporelle et un étalement temporel, comme ce qui dure ou change, donc tout ça c'est un objet qui peut servir de matière au temps. Donc ce qui est maintenant puis a été provient purement de l'objectivation des contenus d'appréhension et donc des contenus sensibles dans le cas des objets sensibles. Autrement dit, l'objet perçu est constitué par l'unité des datas sensibles. Il est constitué par les contenus d'appréhension. On peut dire aussi qu'il est objectivé, c'est-à-dire constitué comme objet. C'est ça que ça veut dire, objectivé, c'est constitué comme un objet. Ça devient un phénomène. Par l'appréhension, il devient un phénomène, un objet qui nous apparaît, mais dans son identification possible. C'est plus seulement juste un data de sensation. Bon, qu'est-ce que c'est un datum plus exactement? Qu'est-ce que c'est? Ce serait juste un atome de sensation. Ce serait par exemple juste du rouge, mais sans sa forme, sans ses voisins, sans ses ombres, sans donc les possibilités d'identifier ce qui est rouge, là en dessous. Donc, tandis que le contenu de l'appréhension, c'est ce qui permet d'identifier parce que c'est beaucoup plus complet. Bon, donc l'objectivation est réalisée par l'appréhension. Que ces contenus soient pourtant des objets temporels, qu'ils se produisent l'un après l'autre comme continu d'impression originaire et de rétention. Donc ça, c'est dans le cas où on a des objets temporels, évidemment. Tous ne le sont pas. Mais donc, si on a des objets temporels, alors ils se produisent effectivement l'un après l'autre. Donc, ils sont décomposables en une succession. Ils ont un continuum d'impressions qui sont toutes d'abord originaires, c'est-à-dire d'abord des perceptions présentes, puis des rétentions. Donc, tout objet temporel se décompose comme ça en une série d'impressions originaires, perceptions présentes, qui deviennent progressivement des rétentions. Et que ces dégradés temporels des données de sensation et leur importance pour les déterminations temporelles des objets constitués grâce à elles, nous ne le perdons pas de vue. Bon, j'espère qu'on n'a pas perdu de vue le début de la phrase. Donc, nous ne perdons pas de vue qu'il y a bien certains contenus d'appréhension qui se donnent temporellement et ne peuvent pas se donner autrement. Donc on ne perd pas de vue ce qu'on a établi auparavant, ce qu'on vient de voir précédemment. Mais maintenant, on va passer à autre chose. Mais dans leur propriété de fonctionner comme représentant des qualités des choses dans le quid pur. Alors qu'est-ce que c'est ça? Donc, ils sont d'une certaine manière des représentants des qualités des choses. Alors le mot représentant, en général, ils préfèrent l'éviter. Le mot représentation est trop vague, trop galvaudé pour être bien utilisé. Mais bon, ici, ils l'utilisent quand même. En tout cas, ces contenus de conscience sont les représentants
ou sont issus des qualités réelles des choses. C'est ça qu'il veut dire, hein, dans leur quid pur, donc c'est les qualités en tant que telles. Qu'est-ce que c'est, hein, le quid, le qu'est-ce que c'est de la qualité. Donc par exemple, le rouge ou le do, hein, ou la hauteur d'un certain son. Donc, dans leur propriété de manifester des qualités, hein, on peut le traduire comme ça, ce morceau de phrase. Dans leur propriété de manifester des qualités, leur caractère temporel ne joue aucun rôle. C'est indifférent qu'il soit temporel ou pas. Pour manifester des qualités des choses, c'est indifférent qu'il soit temporel ou pas. Ce n'est pas avec le temps que se manifestent les qualités intrinsèques des choses. Les données d'appréhension saisies temporellement constituent l'objet dans sa composition spécifique. Alors, par exemple, qu'on considère qu'on saisit par appréhension ou bien un son isolé, ou bien une mélodie dans son ensemble, ils sont aussi quelque chose intemporellement. C'est-à-dire, on peut isoler la qualité intemporelle. Donc, par exemple, isoler les notes qu'ils composent, hein, ou isoler seulement la qualité de notes. Ne pas tenir compte de la succession temporelle. Donc, on peut isoler la matière du temps lui-même. Et là où celle-ci est maintenue, donc celle-ci, la composition spécifique, nous pouvons déjà parler d'une identité. D'une identité, c'est-à-dire que l'objet reste le même. Je peux vous le dire autrement. Si vous prenez toute une mélodie et qu'au lieu de l'écouter temporellement, vous l'écrivez sur une partition. Si on écrit une mélodie sur une partition et qu'on la saisit dans son ensemble par une lecture globale, hein, pas par une lecture successive, sinon il y a de nouveau du temps, mais si on la saisit par une lecture globale, un ensemble de ces notes, on peut la comparer avec la même séquence de notes, hein, que l'on écrirait ailleurs, sur une autre page. Et on peut dire ces séquences de notes sont identiques. La composition spécifique, donc, est la même. La composition spécifique d'une mélodie écrite et d'une autre mélodie écrite, c'est la même composition spécifique. Ce sont les mêmes notes qui se suivent dans le même ordre. Là, on n'a pas encore introduit le temps. Donc, là où la composition spécifique est maintenue, nous pouvons déjà parler d'une identité de l'objet. Hein, c'est le même, on peut dire que c'est le même objet. Mais lorsque nous parlions tout à l'heure du maintien de la relation objective, cela voulait dire non seulement que l'objet était maintenu dans sa composition spécifique, donc c'est le même ensemble de notes, hein, mais qu'il était maintenu en tant qu'objet individuel, donc déterminé temporellement, qui retombe dans le temps avec sa détermination temporelle. Autrement dit, ce qui Husserl l'indique ici, c'est que pour qu'un objet soit identique individuellement, il faut en plus qu'on le situe dans le temps. On peut l'expliquer de nouveau par un exemple simple. La mélodie que j'ai entendue hier et la mélodie que j'ai entendue aujourd'hui, supposons que c'est exactement le même disque, hein, que j'ai repassé. Est-ce que c'est la même ou pas? D'une certaine manière, c'est la même. Dans sa composition spécifique, c'est la même. Hein, c'est exactement les mêmes notes, exactement dans le même ordre. Mais individuellement, ce n'est pas la même, parce qu'il y a celle perçue hier et celle perçue aujourd'hui. Donc en fait, comme acte de la conscience, ce n'est pas le même acte. Il y a ma perception d'hier et ma perception d'aujourd'hui. Il y a le corrélat de la perception d'hier qui est passé. Depuis hier, il est passé. Et il y a le corrélat de ma perception d'aujourd'hui, ou de maintenant, qui est présent, ou bien qui est plus récemment passé. Donc individuellement, ce n'est pas la même mélodie, ce n'est pas le même objet. Autrement dit, pour qu'on puisse dire qu'un objet est le même individuellement, donc le même item, si vous voulez, hein, la même occurrence, il faut le situer dans le temps. Et pour le situer dans le temps, on a besoin de la conscience, parce que c'est la conscience perceptive qui, grâce à d'abord la rétention et puis le reste de son flux, hein, de son flux de vécu, peut situer ce qu'elle a déjà vécu dans le temps. Donc l'identité
vraiment complète d'un objet individuel se fait grâce à une situation dans le temps. Et cette situation, elle est fixe. À partir du moment où elle a eu lieu, où la perception a eu lieu à un certain instant, elle ne va plus pouvoir avoir lieu à un autre instant. Elle est fixe une fois pour toutes dans le flux de la conscience. Elle ne va pas s'inverser avec une autre. Oui, ce flux passé, il ne va plus pouvoir se mélanger, se paraître dans un autre ordre. Ce qui a été perçu dans cet ordre-là restera dans cet ordre-là. Donc, on a une situation fixe temporelle. La mélodie entendue hier sera pour l'éternité entendue hier. Pour l'éternité, elle sera entendue hier, cette mélodie-là. Elle est fixe. Au niveau du récepteur, mais pas au niveau de l'émetteur. Pareil. C'est pareil. Alors, si tu veux, évidemment, on est toujours tenté de demander à Husserl, mais qu'en est-il alors de ce qui a émis, effectivement, donc de ce d'où nous vient cette perception? Et évidemment, il a pris la précaution de la suspension phénoménologique, donc il peut nous renvoyer facilement à cette suspension, mais en même temps, il ne va pas s'esquiver aussi facilement, parce que étant donné le privilège de la perception, étant donné qu'il a établi en fait qu'on pouvait confirmer la confiance spontanée dans le fait qu'on a affaire à des objets extérieurs, et qu'il y a une corrélation, qu'il y a une cohérence en fait entre le contenu perçu et les qualités réelles des objets extérieurs, même si cette cohérence ou cette correspondance n'est peut-être pas une identité parfaite, mais en tout cas il y a une correspondance. Donc une fois qu'on a pu établir ça, on peut dire que la situation fixe qu'on a dans le flux de la conscience, d'un événement, d'un phénomène dans le flux de la conscience, correspond à une situation fixe aussi de l'événement tel qu'il est passé. Sauf que l'événement passé n'est pas retenu, lui. Sauf que là, une fois passé, il ne subsiste plus nulle part. Et là, on retrouve ce qu'on avait déjà vu chez d'autres philosophes. Il n'y a pas de possibilité de dire autre chose. C'est la même chose qu'on avait vu, aussi bien chez Aristote, Descartes, Leibniz. Ce qui est passé n'existe plus objectivement. Les événements passés, les états précédents du devenir, ne sont retenus nulle part, si ce n'est dans des flux de conscience. Donc, si tu veux, oui, ils ont une situation dans le temps, au sens où, une fois passés, ceux-là même ne reviendront plus. Il pourra se reproduire une situation similaire. Et par exemple, ça a déjà été évoqué dans des théories de l'éternel retour, cette question. Et pas chez Nietzsche, mais chez les stoïciens. Parce que les stoïciens avaient pensé à ça, à un éternel retour de toute la transformation de l'univers, après des phases de conflagration, d'embrasement universel. Et ils s'étaient posé la question, ce qui revient alors à chaque fois, ce même univers qui revient à chaque fois, est-ce qu'il est le même individuellement ou est-ce qu'il est le même seulement spécifiquement? C'est-à-dire comme deux gouttes d'eau sont les mêmes, mais quand même séparées. Et la réponse elle n'était pas évidente pour eux. Alors si on suit toute cette analyse de Husserl, on dira ils ne sont pas les mêmes individuellement. Parce qu'il y en a un qui date de tel moment de répétition de l'univers et l'autre de tel autre moment de répétition de l'univers. Donc ils sont dans des phases temporelles différentes. Même si c'est à l'infini, même s'il y en a une infinité de phases, il n'empêche qu'elles sont situées temporellement. Donc voilà ce qu'on peut dire de la situation temporelle des événements du devenir lui-même. Alors, ce n'est pas aussi fixe que ce qu'il y a dans notre flux de conscience, parce que dans notre flux de conscience, vu qu'il y a une rétention et qu'on peut les représentifier, qu'on peut se représenter la succession passée des choses, on peut les situer relativement l'une à l'autre. On peut dire celle-ci a précédé celle-là, tel événement a précédé tel événement. Si on n'avait pas cette rémanence dans le flux de conscience, on ne pourrait plus dire ça. On pourrait juste dire c'est passé. Mais est-ce que c'est passé avant ou après un autre événement? On ne pourrait plus le dire. Enfin, en attendant, donc, grâce à ce flux de conscience, ce flux qui est continu et qui peut, dans lequel on peut aller retrouver un élément retenu du passé, grâce à ça, on a des situations temporelles fixes. Et ces situations, Husserl les appelle même
absolu. Absolu, alors attention, absolu ici ne veut pas dire existant en soi indépendamment d'autre chose, évidemment. Hein. Mais absolu veut simplement dire que c'est immuable, ça ne peut plus changer. Ça ne peut plus recevoir une autre situation temporelle. C'est fixé une fois pour toutes dans celle-là. Et c'est à partir de cette fixation, de cette possibilité de fixer des situations temporelles dans la conscience, c'est à partir de là que la conscience a aussi conçu le temps mathématique, le temps mathématisé, le temps comme une ligne continue, dans laquelle on peut fixer effectivement des repères qu'on peut comparer entre eux, etc. Donc c'est une sorte de projection de ce qui se passe effectivement dans le flux de la conscience, une projection sur une sorte de ligne mathématique, objectivée en quelque sorte, dans laquelle on peut retenir donc des repères pour les comparer entre eux. Et remarquez que cette comparaison, justement, la possibilité de comparer, donc de voir de l'identique et du différent, hein, de saisir des similitudes, des différences, cette comparaison, donc, Husserl précise qu'elle se trouve donc bien dans l'acte de perception lui-même. Dès qu'il y a une perception, il y a comparaison, identité et différence. Identité et différence ne sont pas des notions introduites par la pensée ou par la réflexion sur une perception. Dès qu'il y a perception, il y a identité et différence. Donc pour pouvoir ne fût-ce que justement distinguer perçu présent et retenu juste passé. Donc tout ça se trouve au niveau même de la perception. Il nous reste alors à déterminer, enfin il reste à Husserl, il tient absolument à déterminer ce qui originairement dans la conscience est la condition pour que cette rétention puisse avoir lieu. Donc il cherche encore en amont la condition de possibilité, ce qui rend possible cette rétention, puisque ce n'est pas l'objet. Donc, puisque ce n'est pas l'objet qui nous permet la rétention, ce n'est pas lui qui possède la marque ou le caractère présent, juste passé, etc. Donc, qu'est-ce qui permet à la conscience de mettre des marques comme ça sur les objets, hein, et de les faire changer, de les modifier, ces marques du même objet perçu? Alors, Husserl propose que, à côté du flux, enfin à côté, en dessous même, hein, en dessous comme condition du flux des vécus de conscience. Hein, donc il y a ce flux des vécus de conscience que nous pouvons très facilement saisir. Donc pensez à tout ce qui vous arrive constamment, hein, à tout ce dont vous êtes conscient constamment, toutes les sensations, toutes les impressions, toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit constamment. Ça c'est votre flux de conscience. Ça ne s'arrête jamais sauf quand vous dormez. Bon, à côté de ce flux de conscience, qui bien entendu est une succession temporelle, Husserl suppose qu'il y a un flux plus originaire qui, au fond, ne devrait même pas être appelé flux parce qu'il n'y a plus rien qui s'écoule. Il n'y a pas d'écoulement là, il n'y a pas une chose qui s'écoule. C'est la pure succession elle-même. Et il dit que ça, c'est la conscience de soi originaire. Une conscience de soi qui n'est pas dépendante de la conscience d'objet. Bon, on a l'habitude, enfin surtout si on a un petit peu lu Sartre, etc., bon, de savoir que la conscience de soi est liée à la conscience d'objet. Hein, chaque fois que je sens quelque chose, je sens en même temps que j'existe, puisque je sais que ce quelque chose, c'est moi qui le sens. Hein, donc ça, c'est la conscience de soi qui dépend de la conscience d'objet. Donc Sartre disait toute conscience positionnelle d'objet est en même temps conscience non positionnelle de soi. Donc chaque fois qu'une conscience saisit un objet, par n'importe quel acte, hein, n'importe quel type d'acte, en même temps, elle ne se saisit pas elle comme un objet, hein, parce qu'elle n'est pas encore réflexive là, mais en même temps elle existe comme conscience. Donc ça c'est assez simple, hein, donc c'est le premier niveau de flux. Mais ce flux plus originaire ne dépend plus d'objets. C'est plus un flux d'objets, c'est plus un flux de vécus qui ont chaque fois un contenu. C'est plus ça. C'est de la pure temporalité. C'est de la pure succession d'instants, sans rien qui les remplit. C'est ça la conscience de soi originaire. En fait, nous avons une continuité de notre être, si vous voulez, une continuité de notre existence, indépendamment des objets qui nous remplissent. Et
on pourrait dire que, alors évidemment, il y a aussi dans ce cas-là un renouvellement constant à partir d'un surgissement présent. Donc, ce flux originaire de la conscience de soi, elle se renouvelle aussi constamment à partir d'un instant qui est présent et qui devient passé. Donc, on a aussi une temporalité originaire, un présent originaire, qui n'est pas le présent de ce qui est maintenant perçu, hein, comme celui dont on vient de parler, et un juste passé originaire, qui n'est pas le juste passé d'un perçu retenu par la rétention, mais qui est aussi plus originaire, et qui est donc cette pure continuité, hein, cette pure durée. Et là, on rejoint quelque chose qu'essayait d'exprimer Bergson aussi, hein, sous la forme de la durée, cette pure durée qui n'est pas une durée par succession d'activités. C'est indépendamment de nos activités. Même si notre conscience n'est pas active, ce qui est difficile, hein, mais disons, sous ces activités, il y a quelque chose de continu de toute façon. Et donc, c'est ce qu'essaye d'exprimer le troisième texte, mais Husserl reconnaît vraiment toute la difficulté d'exprimer ça. Nous ne pouvons nous exprimer autrement qu'en disant ce flux, donc l'originaire, est quelque chose que nous nommons ainsi, que nous nommons flux, d'après ce qui est constitué. Donc ce qui est constitué, c'est le flux d'objets, c'est le flux de vécu avec leurs objets. Ça, c'est du constitué. Donc constitué par quoi? Par ce flux originaire et par les perceptions d'objets. Donc, d'après ça, on appelle aussi le plus originaire un flux, mais il n'est rien de temporellement objectif. Donc il n'y a pas d'objet donné en même temps. C'est la subjectivité absolue. Donc on a trouvé une subjectivité là qui est transcendantale, mais dans un autre sens que Kant. Vous voyez, on a de nouveau un sujet transcendantal. Transcendantal parce que c'est lui qui permet tout le reste. Si on n'avait pas cette continuité de nous-mêmes, on n'aurait pas non plus le flux des objets de conscience. Donc c'est transcendantal au sens où c'est la condition de tout le reste. Donc et c'est le sujet qu'il est, la conscience en tant que sujet. Donc c'est la subjectivité absolue. Absolue, de nouveau, ne signifie pas qu'elle existe toute seule. On doit toujours replacer ça dans la conscience incarnée, dans un corps propre, dans un monde matériel. Mais absolue au sens de elle ne dépend pas d'aucune activité ni d'aucun objet. Et ce flux, il a les propriétés absolues de quelque chose qu'il faut désigner métaphoriquement comme flux. Donc c'est bien une métaphore. Quelque chose qui jaillit maintenant en un point d'actualité. Donc j'ai une actualité de ma conscience de moi à tout moment. À chaque fois, il y a une actualité. Je suis actuellement consciente de moi. Et en même temps, donc, cette actualité immédiatement a disparu dans son juste passé. Un point source originaire, etc. Dans le vécu de l'actualité, nous avons le point source originaire et une continuité de moments de retentissement. Donc il dit retentissement, ici au lieu de rétention, pour distinguer ce qui est au niveau du flux originaire, le juste passé du flux originaire et le juste passé du flux d'actes et d'objets. Pour tout cela, les noms nous font défaut. Donc cette temporalité, alors tout à fait originaire de la conscience, elle n'est pas pour autant quelque chose que nous ne pouvons pas saisir. Elle n'est pas quelque chose d'inconnaissable pour nous. Elle est connaissable par un acte réflexif. Donc elle est pré-réflexive, bien sûr. Elle existe avant toute réflexion. Donc qu'est-ce que c'est qu'un acte réflexif? C'est un acte où la conscience se saisit elle-même. Donc elle se saisit elle-même, par exemple, parce que je suis en train de m'entendre parler. Je veux dire. Par exemple, je m'entends parler, donc je saisis mon acte de parole, je saisis mon activité de parole. Ou bien j'éprouve en ce moment une certaine douleur, j'éprouve la douleur, ça c'est un acte non réflexif. C'est non réflexif, c'est juste le vécu. Je vis la douleur, je l'éprouve. Mais je peux aussi la saisir de manière réfléchie, c'est-à-dire si par exemple le médecin me dit « Situez-moi votre douleur sur une échelle de 1 à 10 ». À ce moment-là, je vais me tourner vers ma douleur, l'interroger, interroger mon épreuve de douleur et essayer de la situer, de situer son intensité. Donc à ce moment-là, je la prends comme objet.
je la prends comme objet. Bon, on peut le dire d'une autre façon. Enfin, donc ça, c'est pour dire qu'on peut saisir réflexivement quelque chose qui est en train de se passer. Hein, donc je peux saisir réflexivement ma douleur présente. Je peux aussi, bien sûr, et c'est plus simple, saisir réflexivement ce qui est passé. Donc ça, c'est encore plus simple. Puisque je peux saisir n'importe quelle activité que j'ai eue précédemment. Donc à ce moment-là, c'est plutôt un acte de souvenir. Je me souviens d'avoir marché, je me souviens d'avoir écouté quelque chose. Bon. Donc je saisis un acte, hein, c'est une conscience que je saisis. Donc encore une fois, ça c'est un acte réflexif. Et donc ce flux originaire, on peut le saisir réflexivement. On peut le prendre comme un phénomène. Il se donne comme un phénomène aussi, lui aussi. La preuve, c'est qu'on vient d'en parler comme d'un phénomène. On vient de dire ce qu'il est, on vient de dire comment il est, on l'a décrit, donc on l'a vraiment saisi. On en a une certaine perception. On peut avoir une certaine perception de cette continuité qui nous accompagne constamment, qui est en fait notre moi, hein, qui est la continuité de notre moi, quoi, qui est notre subjectivité. Et c'est cette continuité-là, donc, à laquelle il voulait arriver, hein, comme la dernière condition, parce qu'après, dit-il, il n'y a pas besoin d'en supposer encore une autre, hein, qui serait encore plus originaire, parce que cette temporalité-là, elle se temporalise elle-même. Donc, elle n'est pas provoquée par la temporalité d'autre chose. C'est elle-même qui se temporalise. Elle se crée elle-même comme d'abord présente et puis chaque fois passée. Il n'y a pas besoin de supposer quelque chose d'encore plus originaire. Donc ce n'est pas une régression à l'infini. On dirait, bon, il faut chaque fois un flux qui soit condition de l'autre flux et puis un autre, etc. Il n'y a pas une régression. Voilà, donc cette manière, enfin, comme vous voyez, cette dissection est assez complexe. Et Husserl en est arrivé par là à rendre compte donc, des dimensions du temps, hein, présent, passé, avenir, à les situer au niveau de la perception elle-même, ce qui est assez original, hein, parce qu'on a plus souvent des conceptions selon lesquelles le passé est l'objet de la mémoire, et le futur l'objet de l'espoir, ou de l'attente, ou de l'anticipation, donc d'une forme d'imagination. Mais c'est la première fois qu'on trouve cette théorie que dans une perception elle-même, il y a déjà les dimensions du passé et du futur. Et donc, on a bien vu que on avait bien établi la possibilité de cette succession à l'intérieur de la conscience, mais aussi que ça nous permettait au moins de dire quelque chose des objets temporels eux-mêmes, en dépit même de la suspension phénoménologique, puisque, en vertu du privilège de la perception, on peut dire que la perception nous donne accès à des choses, à des qualités réelles des choses. Et donc on pourra dire que le fait de se succéder, hein, d'avoir un certain ordre de succession, ou d'avoir une certaine durée, existe aussi comme qualité des objets réels. Ça existe aussi. La seule grande différence, c'est que là, ce qui est passé n'est pas retenu. Mais la succession existe. Hein, donc, ils sont constamment renouvelés, c'est le devenir. Hein, je veux dire, c'est le devenir qu'on constate tout le temps. La situation d'il y a quelques secondes, de tous les objets qui sont dans cette salle et de toutes les personnes qui sont dans cette salle, ne va plus jamais revenir. Elle n'existe plus. Hein, l'état que vous aviez il y a une seconde n'existe plus. Sauf dans votre rétention, évidemment, sauf dans votre flux. Mais sinon, l'état de votre corps, il y a une seconde, n'existe plus. Et donc, nous sommes, nous qui existons, des objets temporels, puisque saisir notre existence n'est possible aussi que dans un certain devenir. Hein. Nous n'existons qu'en tant que nous devenons. Donc voilà ce que la phénoménologie nous a permis de déterminer, hein, les avancées qu'elle nous a permis de retrouver. Et donc par rapport aux philosophes précédents, vous voyez qu'on a certaines confirmations. Hein, on a certaines confirmations du fait que
le temps, si on veut vraiment parler d'un temps du monde naturel, ben, ce temps du monde naturel, c'est la succession même du devenir, mais qui ne demeure pas. Okay. Et surtout, ce qu'on a installé de nouveau, c'est que pour saisir ce temps naturel, il faut que la conscience ait elle-même quelque chose de plus originaire qui est son propre flux de conscience de soi, son propre flux métaphorique, sa propre continuité. Donc elle n'est pas simplement une impression. Vous voyez, il ne suffirait pas de concevoir la conscience comme une page blanche sur laquelle s'imprimeraient des successions d'étapes du devenir extérieur. Sinon, il n'y aurait pas de liaison, il n'y aurait pas de conscience du continu. Voilà pourquoi il faut penser qu'il y a aussi, du côté subjectif, une continuité originaire, et donc qui n'est pas constituée par l'extérieur. Elle est avant toute constitution par l'extérieur. Sinon, rien ne pourrait être perçu. Voilà la belle avancée de Husserl. Et la semaine prochaine, je vous parlerai de Heidegger, qui reprend en partie ça et puis ajoute son petit grain de sel, on verra lequel. Et alors, à ce moment-là, on fera aussi une récapitulation de tout ce qui a été acquis dans l'ensemble des philosophes parcourus. Olivier ? Oui, il y a deux idées qui me sont venues à l'esprit durant toute la séance. Bon, je suis analphabète en musique, mais je ne peux pas ne pas penser à l'IRCAM et à notre génération, à la nôtre, on se comprend, et à la musique atonale, enfin dodécaphonique, enfin toutes ces choses sérielles, qui étaient effectivement hors du temps. On parle bien lui-même de situation temporelle, recevoir un temps. Enfin, je ne suis pas là spécialiste, c'est une réflexion qui mériterait d'être analysée sûrement par un psychologue. Enfin, ça doit être fait depuis longtemps. Moi, j'avoue que je suis un peu allergique à ce propos qu'on retrouve pour les arts plastiques. Et pour la peinture, principalement, alors là, par contre, tout ce qui a été dit sur le temps et sur le son, si on remplace temps, on garde temps, et si on remplace son par touche, tout s'adapte merveilleusement. C'est vraiment un plan de travail d'un peintre qui peut justifier. Moi, je suis très sensible à ces questions parce qu'on en parle quasiment peu. On finira sûrement la série des cours avec ces sujets de fin de la phénoménologie, enfin de toutes ces annonces qui sont un petit peu vraiment inquiétantes. Je pense que ce sera forcément à la fin du cycle, sur les remises en question justement de cette conscience artistique. Enfin bon, c'est un peu prématuré, mais très argumenté pour le coup par tous les philosophes modernes, postmodernes. Voilà, donc je suis passionné, enfin très intéressé par ce cours, personnellement, en tant que peintre. Voilà. Oui, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. D'abord, quelle que soit la musique ou quelle que soit la succession de sons, la temporalisation se fera exactement de la même façon. Donc, peu importe la manière dont se font les écarts de notes, ça ne change rien à la conscience rétentionnelle. De toute façon, ça doit passer par là. Et même pour des sons tout à fait anodins, comme par exemple les 12 coups de minuit. Si tu veux entendre les 12 coups de minuit, ben, il faut de la rétention parce que sinon tu ne sauras jamais qu'il y en a 12, etc. Bon. Mais quant à la peinture, alors ça... Voilà, ouais. Sans harmonie et sans mélodie, ça ne fonctionne pas. Oui. Ce sont des mots. Ah oui, c'est ça que tu veux dire. Alors la différence, effectivement, c'est que tu n'auras, on appellera peut-être pas ça une mélodie, ou alors dans un autre sens, ou bien il y aura d'autres types d'harmonie, mais de toute façon, c'est des successions de sons. Donc dès qu'il y a succession de sons, même cacophoniques, peu importe lesquels, pour pouvoir saisir l'écart entre les sons, donc pour pouvoir percevoir en fait la relation entre ces sons, il faut une rétention. Et on pourrait dire la même chose avec la parole aussi. La parole, ben évidemment, si on entendait chaque syllabe d'une phrase
isolément des autres, sans retenir les précédentes, on n'aurait jamais le sens. Donc le sens dépend aussi de la rétention, bon, etc. La peinture est bien différente au premier abord, puisque c'est un objet spatial et pas temporel. Alors bien sûr, on la rend temporelle de plusieurs façons. Elle est temporelle d'abord parce qu'elle se fait dans le temps, enfin elle se construit dans le temps, évidemment. Mais ça, ce qui est temporel à ce moment-là, c'est l'activité de fabrication. Et elle peut être temporelle aussi dans sa découverte, enfin l'observation aussi est temporelle, mais là aussi, ce qui est temporel, c'est l'activité d'observation. Mais l'objet intrinsèquement n'est pas un objet temporel. Il va se donner par esquisse. Donc tout ce qu'on pourrait appeler cette observation de plus en plus attentive, par exemple de la peinture, ou cette découverte un peu longue d'une peinture attentive, c'est une multiplicité d'esquisses qui va nous donner sans doute une appréhension synthétique à la fin, mais ce n'est pas temporel. Enfin, même si les esquisses s'ajoutent les unes aux autres, ce n'est pas la même chose qu'une perception temporelle. Et donc, je te remercie beaucoup de me permettre de préciser ça, parce que je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Une appréhension par esquisse n'est pas une appréhension par rétention. Donc, chaque esquisse est une perception temporellement déterminée. Et il n'y a pas besoin qu'il y ait une rétention pour saisir chaque aspect d'une chose. Et ça peut d'ailleurs être mis dans un autre sens. Je veux dire que je saisisse de ce rouge d'abord la partie éclairée et puis la partie sombre ou l'inverse, ça n'a aucune espèce d'importance pour la synthèse de ces esquisses. Ça n'a rien à voir avec une succession temporelle qui doit être dans ce sens-là, et où chaque son séparé ne me dira rien de la mélodie. Là, c'est très différent. Donc, vous voyez, il faut bien saisir. Une esquisse n'est pas la même chose qu'une rétention à l'intérieur d'une même perception. Voilà, donc merci. Alors, si je prends comme objet d'étude un coucher de soleil, le soleil il reste toujours identique à lui-même du point de vue de la définition du soleil, mais mon objet c'est une abstraction. Enfin, à la fois le soleil se couche, bon, enfin, même si c'est faux de dire ça, mais ce que je retiens, c'est la qualification coucher de soleil. Donc c'est une terminologie que je mets en place. Enfin, c'est une qualification. Est-ce que c'est le même procédé que la perception de la mélodie? En fait, on devrait partir à l'inverse, c'est-à-dire on ne peut partir que du coucher de soleil perçu. Donc le coucher de soleil en tant qu'il est le corrélat d'une certaine perception. Je vois, et ma vision, c'est un coucher de soleil. Alors dans un sens, je peux, à partir de cette vision du coucher de soleil, surtout à partir de cette donnée par esquisse, c'est-à-dire pour vérifier si je le vois bien, si je suis bien en train de percevoir quelque chose qui est vraiment là objectivement dans le monde. Donc je vais par exemple me ressentir dans mon propre corps, parce que j'allais dire me déplacer, etc. Mais il n'y a même pas besoin de me déplacer. Il suffit que je me dise, ben oui, je fais partie du décor, en fait, hein, je fais partie de ce décor. Donc en me replaçant dans cet univers matériel, je vois que j'ai affaire à ça. Alors, le coucher de soleil, il se modifie avec le temps, puisqu'il descend de plus en plus. Mais cette descente progressive, elle n'a pas besoin, pour être perçue, de la rétention. Elle n'a pas besoin d'une perception élargie par la rétention. Parce que je peux très bien, il me suffit d'avoir des étapes successives qui sont perçues chacune séparément. Pour ça, ça suffit. Donc je vois le soleil d'abord un peu plus haut, puis un peu plus bas, la couleur qui change un peu. Et par comparaison entre toutes ces perceptions, spontanément évidemment, mais ça ce sont vraiment des esquisses justement. Tout ça ce sont des esquisses. Et donc je reconstitue, j'identifie l'objet coucher de soleil.
c'est pas un objet intrinsèquement temporel parce qu'il peut aussi se donner dans un instantané. Si je ne le vois que dans un instant, qu'un seul instant, puis qu'après je suis obligée de fermer les yeux ou de me détourner, je l'aurais tout aussi bien identifié comme un coucher de soleil. Je n'ai pas besoin de voir son devenir. Alors qu'une mélodie, si je n'en entends qu'un son, je ne pourrais jamais dire quelle mélodie c'est, ni qu'il y avait une mélodie. Donc c'est ça la grande, grande différence. Donc c'est vrai que c'est très important de distinguer ces esquisses qui peuvent être successives, hein, parce que je l'explore, moi, successivement. Mais ce n'est pas la même chose que de dire l'objet n'est vraiment lui-même que si je saisis avec une rétention ce qui ne sont que des éléments de ce qu'il est. Là, j'ai quand même un peu besoin du temps, parce que s'il se lève en instantané, il a la même forme, donc j'ai quand même besoin un peu du temps pour concevoir le fait que c'est un coucher par rapport au lever. Exactement, et c'est pour ça que si on voit une photo, par exemple, on peut douter. Ou si on a eu, je ne sais pas moi, une veille très arrosée et qu'on ne sait pas si on se réveille le matin ou le soir, c'est possible aussi. Non, on peut parfois douter, effectivement, parce que les couleurs peuvent être les mêmes. Il faut tout envisager. Donc, oui, on peut parfois douter si on n'a pas, si effectivement on ne voit pas l'évolution. Mais enfin, il n'empêche que ce n'est pas le même cas, évidemment, parce que ça se donne quand même bien comme le soleil dans le ciel par rapport à l'horizon. Bon. Et si on connaît la mélodie, et si on n'entend qu'une première partie de la mélodie, si on met ça au coucher de soleil. Alors, si on connaît la mélodie, ça permet de faire la distinction entre le rôle de l'imagination dans l'audition et le rôle de la véritable protension. Donc, si dès que j'entends les premières notes, j'ai identifié de quelle mélodie il s'agit, j'anticipe précisément les notes suivantes. Je sais lesquelles ça va être. Alors que dans la protension, non. Je n'anticipe pas précisément quelles notes vont venir, ou pas nécessairement. J'anticipe seulement le fait que ça continue, que ça va continuer.